Bonjour et bienvenue dans ce point lecture de novembre, donc avant-dernier de l'année, qui est pratiquement, on va dire, dédié au Black November, puisque toutes les années depuis, on va dire quoi, 9 ans à peu près, je sais pas, ouais, ça doit faire à peu près ça, je sais pas. Bien, je suis le challenge organisé donc par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, principalement sur Twitch et YouTube. Et, enfin, principalement d'ailleurs sur Twitch. Et voilà, c'est de lire que des thrillers, des romans noirs ou des policiers. Alors, on avait des consignes, blablabla. Je vais vous expliquer à chaque lecture quelle était la consigne. Je vais le faire par ordre de lecture, puisque c'est par ordre de semaine. Écoutez, j'ai eu des assez bonnes lectures. Il y en a une, ça a pas valdingué, on va dire, mais ça a été un peu hard. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais écoutez, j'ai fait cette intro après avoir lu tous les livres pour pouvoir vous dire à peu près, on va dire, la tendance du mois. Sachant qu'il y a 2 livres que j'ai lus qui étaient hors Black November, puisque j'ai lu Le Passage et j'ai relu François le Champy de George Sand. Voilà, donc écoutez, bon mois de novembre. Le mois de décembre est quand même un peu plus cool, mais j'en parlerai dans l'outro. Allez, première lecture. Première lecture, c'était donc la lecture qui allait du 31 octobre au 3 novembre inclus, et c'était lire un livre angoissant. Alors honnêtement, je vous le dis tout de suite, je ne savais pas du tout lequel j'allais lire, puisque j'avais retenu des livres donc pour le Black November, mais que selon les consignes, je n'étais pas sûre de pouvoir les rentrer dans les cases. Alors, ne sachant pas de quoi ça parlait, enfin plus ou moins, puisque une de mes amies l'avait lu et me l'avait largement recommandé, je me suis dit que ça pouvait rentrer dans les cases en rentrant ça au forceps. Alors j'ai lu L'œuvre du serpent de Norman Django. Alors, il nous donne en pâture un pari en mode catastrophe écologique. Bon, il faut dire qu'à force de creuser dans la terre de plus en plus profondément, je crois qu'à un moment donné, ils en sont à 30 km de profondeur, les benets. Bon, c'était absolument pas une bonne idée, on sentait bien que la terre allait nous en coller une. Ben, voilà. Donc la terre en colle une aux habitants de la planète, et tous les habitants de la capitale sont en quasi-perdition. Tout a été redessiné, tout a été remanié, rétabli de façon à classer, reléguer et répartir les survivants suite à la catastrophe. Et certains subsistent un peu comme ils peuvent, et d'autres, ils végètent ou ils régressent, en gros. Alors, il faut dire que, que le roman, en fait, est assez complexe quand on l'ouvre. En raison des différentes organisations, c'est-à-dire vous avez des gens qui sont les pitons, d'autres vous avez les chasseurs, vous avez les cinq, et vous avez les rikis, qui sont les ultra riches en gros, enfin en tous les cas les riches, qui composent en fait toutes les strates de cette nouvelle cité. Nous, enfin le lecteur, en tout cas moi, j'ai bien senti que c'était bien tordu, bien instable, et que comme les bâtiments qui avaient l'air vachement branlants quand même, il suffisait juste d'un souffle pour faire exploser le tout. Surtout que il y a un tueur qui rôde et il y a des gens très malveillants, en gros genre de secte si vous voulez, qui sont là un peu pour souffler sur les braises, et ça aide pas des masses à le côté un peu calme, enfin, en tous les cas, à calmer les choses. Alors, le plus important pour ce roman-là, c'est de se lancer dans l'histoire, honnêtement. Parce qu'il faut se familiariser avec ce monde, il faut se familiariser avec les ramifications, et notamment l'enquête qui va lier 2 personnages qui sont donc Nathaniel et Milo. Il faut apprendre le vocable, les noms, les dénominations des groupes, et
toute cette espèce de complexité d'une espèce de tour de Babel parisienne, si on peut dire ça comme ça. Alors c'est très cinématographique comme écriture, vraiment. Vraiment, on a l'impression, en fait, oui, ça serait, on regarderait la série ou le film, ça ne nous étonnerait pas des masses. Il y a quelques facilités par-ci par-là, mais honnêtement, ouais, ça passe quand même assez bien. C'est vraiment une plongée dans une espèce de dystopie slash thriller écologique slash post-apo, vraiment, qui fascine quand même beaucoup par son propos, qui est assez étonnant d'ailleurs. Mais ça fascine aussi par les méandres de cette histoire assez haletante, qui est très très ondoyante. Oui, oh, bah ça va, c'est facile, hein, il y a un serpent dans le titre. Ah bah écoutez, je fais ce que je peux déjà, hein, voilà. Et bien sûr, sans oublier cette espèce de serial killer, pas très très orthodoxe. Mais bon, on va dire, est-ce que c'est pas obligatoire qu'il soit pas orthodoxe, lui, évidemment. Alors moi, je dois avouer que je me suis quand même fait des gros nœuds au cerveau de temps en temps. Notamment en pensant, alors allez savoir pourquoi ça m'est arrivé dans la tronche, ça aussi, en passant que ça pouvait être à la fois un truc de physique quantique et de synchronicité lors de certains passages. Alors je suis pas allée jusqu'à me vautrer sur mon petit Carl Jung illustré pour essayer de comprendre à peu près le sens de tout. Et puis de toute façon, honnêtement, j'aurais pas du tout aimé faire ce genre de choses. Mais je dois avouer que c'est un mélange des genres, dans tous les sens du terme d'ailleurs, qui est vraiment une très belle surprise. Alors, c'est pas un coup de cœur. Le style, comme je vous disais, le style est très cinématographique, c'est fluide comme style, il y a des dialogues qui sont assez percutants et qui sonnent vraiment plausibles. Quelquefois, c'est pas. Quelquefois, en post-apo ou en machin, des fois, vous vous dites, putain, on parlerait pas comme ça si on était au milieu d'une catastrophe quand même. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'humour, alors par des petites touches, hein, tout chounette, hein, voilà. Euh, la fin est vraiment alors incroyable dans le sens où on se dit ah ouais quand même. Voilà, ah ouais quand même. Pas incroyable dans le sens bah non, ça tient pas la route ta merde. Non non, vraiment on se dit ah ouais d'accord. Voilà, mais c'est pas un coup de cœur justement parce que je l'ai lu avec grand plaisir, mais j'ai pas été euh, complètement accroché à me dire, parce que quelquefois quand vous lisez un livre, vous êtes accroché, vous voulez pas le lâcher, vous attendez avec impatience de le reprendre. Non, là je le reprenais tranquillement quand il fallait, mais j'avais pas cette avidité de lecture qui font que généralement ils atterrissent dans mes coups de cœur, c'est-à-dire que vraiment j'ai très 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 envie d'y retourner. Voilà. Mais c'est l'œuvre du serpent, c'est une très très belle découverte, vraiment j'ai apprécié ma lecture. Je l'ai fini sur le fil pour finir le 3 novembre. Voilà, mais écoutez, on fait ce qu'on peut, voilà, c'est comme ça. Donc écoutez, dites-moi si celui-ci vous a plu, on va passer au deuxième. Deuxième que j'ai lu, c'était dans la semaine du... Enfin, ça devait être entre le 4 et le 9 novembre. C'était lire un thriller ayant le mot enfant dans le titre ou sur sa couverture. Alors honnêtement, là, je vous le dis tout de suite, j'ai triché. Puisque j'avais
un roman régional à caser et que je voulais absolument le lire, et que le hasard a voulu qu'il y avait un enfant sur la couverture. Je me suis dit, tricher pour tricher, t'as pas vraiment triché puisqu'on te demande un enfant sur la couverture. Après, il fallait un thriller. Voilà. On peut pas dire que c'est un thriller. Bon, il y a eu un petit suspense. Un chouïa suspense. Je me suis dit, allez, vas-y. Allez, fonce dans le tas, on y va. Alors, Anatole, en fait, c'est ça. Donc, j'ai lu Anatole, pardon, fils de personne de Gérard Georges. Anatole, en fait, c'est un garçon qui a à peu près 12 ans, qui est mal entouré. Sa mère est assez cinglante, pour être polie. Elle pense qu'il est juste de la mauvaise graine. Son père, qui est maréchal ferrant, n'est pas plus agréable. En plus, le couple a l'air d'être est assez âgé pour avoir un petit garçon de 12 ans. Et puis Anatole, on est dans cette France des années 60, fin 60, fin 50, dans ces eaux-là. Et en fait, lui, son bonheur, c'est de parcourir les chemins en solitaire, de se créer des escapades aventureuses, bref, de se créer une autre vie. Alors, visiblement, l'auteur connaît très bien le coin qu'il évoque. Et grâce à ces personnages, il fait surgir des souvenirs, alors visiblement qui lui sont peut-être un peu propres, des gens, des sentiments qu'il a peut-être ou connus, ou entendus, ou ressentis, ou vus, observés. Et évidemment, c'est un auteur, c'est un romancier, donc il les enveloppe, il les enrobe d'une espèce de pouvoir de fiction pour pouvoir le faire. Alors petit à petit, nous, on va découvrir la vie, les sentiments, les rejets, les espoirs, les abandons d'Anatole, euh, jusqu'à sa rencontre avec la fille du baron, qui semble adoucir un tout petit peu sa vie, même, voilà, on comprend bien que les classes sociales qui sont bien ancrées dans ces années-là, mais bon, est-ce que c'est pas vraiment encore le cas de nos jours pour certains coins dans le monde ou certains endroits, s'opposent à eux. En fait, ils s'opposent à eux, à tout. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent l'autre. Le moins riche, parce qu'il est moins riche, plus puissant, moins puissant, le vil, le bon, le con, le méchant, enfin bon, bref, tout le monde. Et au milieu, tout ça, il y a ce garçon, il y a Anatole. Moi, alors vraiment, j'ai trouvé que c'était très descriptif, je dirais même que ça ressemble à une peinture. C'est vraiment une peinture de cette France-là. Alors, Gérard Georges, il offre une belle toile de fond quand même, avec des couleurs, des sons, des émotions. Et on s'attache assez vite aux personnages, y compris à ceux qu'on déteste immédiatement ou petit à petit après. Mais même eux, même ceux qu'on a envie de baffer, on les suit avec plaisir. Alors comme pour tous les autres romans régionaux ou de terroir, là ici on est en plein milieu de l'Auvergne et, euh, et vraiment c'est primordial dans l'histoire. Il décrit très 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 bien les paysages. Ces personnages sont vraiment bien trempés. Il est nuance sans restriction tout le temps. Même s'il y a quand même une âme à chaque personnage, alors qu'elle soit bien ou pas, hein, c'est pas le problème. Moi, j'ai beaucoup aimé parcourir les chemins aux côtés d'Anatole et de ceux qui l'entourent, en bien ou en mal. J'ai trouvé que c'était assez touchant, et notamment le questionnement sur la filiation, qui peut par moments pousser le lecteur à réfléchir lui-même sur certaines choses de sa vie. Voilà. Bon, après, c'est mon sentiment perso, on est bien d'accord sur la question. Donc, vraiment une bonne lecture. Mais je vous dis, cette année, tous mes romans régionaux ont été de très très bonnes lectures. Certains, vraiment, des meilleures lectures que meilleures lectures. Mais les trois quarts, on va dire que c'était vraiment très 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 bonne lecture. Il y en a je crois que si je devais noter de 0 à 10, il y en a beaucoup qui ont été 8, 9 et très peu qui ont été 7. Donc, largement au niveau de la moyenne, largement au niveau. Écoutez, franchement, ça a été un plaisir encore. Il m'en reste un le mois prochain, et puis et l'année prochaine, puisque j'ai décidé de continuer à lire des romans régionaux, parce que franchement, ça a été vraiment un bonheur. Voilà, donc écoutez,
dites-moi si vous l'avez lu ou pas, si ça vous intéresse, et puis on va passer à la troisième semaine. La troisième semaine, donc, qui se déroulait du 10 au 16 novembre, on devait lire un roman, enfin non, oui, un roman d'un auteur non européen. Donc, voilà. Alors, parmi les livres que j'avais retenu de lire cette année, en fait, je voulais le caser l'année dernière, mais je n'avais pas réussi à le caser dans une consigne. Et là, je me suis dit, bon, écoute, là, il y a écrit non européen, on va pouvoir le caser. Ça faisait très longtemps qu'on m'en parlait. J'avais lu en lecture commune avec Perrine de Retrip Les 7 jours du Talion, donc de Patrick Sénécal, qui est québécois, enfin canadien. Et on m'avait parlé de ce livre-là en me disant c'est Alice ou elle.com. Bon, j'ai pas pu trouver Alice, qui a été très compliqué à trouver, mais elle.com, je l'ai trouvé un peu plus facilement, enfin pas carrément sur une plateforme hors France, hein, parce que c'était un peu compliqué, sinon c'était hors de prix. Donc j'ai lu elle.com de Patrick Sénécal. Alors, on va le dire tout de suite, hein, gros avertissement, ce livre n'est absolument pas à mettre entre toutes les mains. Surtout, ne le laissez absolument pas traîner sur la table du salon, surtout si vous avez des âmes sensibles, des jeunes, ou d'ailleurs moins sensibles, hein, d'ailleurs, des jeunes gens ou des gens qui veulent juste feuilleter. Parce que honnêtement, ce livre est vraiment très, très... Alors honnêtement, je sais même pas si je vais arriver à formuler tous les avertissements que je veux mettre. Bref, on est avec Daniel Saul, qui est riche, qui est ambitieux, à qui visiblement rien ne résiste. Et un jour, il croise un ancien camarade d'école, un mec un peu étrange, style, vous savez, le rejeté de l'époque, de l'école, que personne n'aimait, qui était toujours au banc, personne jamais l'invitait, etc. Je crois qu'il s'appelle Charon. Pour vous dire que j'ai essayé d'effacer des trucs. En plus, d'après la description qu'on en fait, il n'est pas choupi-choupi, vous voyez, il est même plutôt assez repoussant. Sauf que il a l'air d'avoir très 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 bien réussi sa vie. Et Charon va initier Saul sur cette plateforme, ce site web qui s'appelle donc hell.com, comme enfer donc, qui est un site en fait qui offre à des gens qui ont les moyens absolument tout ce qu'ils veulent. Voilà, alors principalement, on est d'accord, sensations fortes, sensations répréhensibles, condamnables, plus que condamnables, et donc sexe, drogue et rock'n'roll, en gros, hein. Enfin sans le rock'n'roll d'ailleurs. Enfin pas trop. Et donc, en fait, Saul au début, il est assez curieux, et comme il est très avide d'imposer sa puissance, notamment de façon assez physique et sexuelle, il va décider de se jeter à corps perdu, c'est le cas de le dire, dans ses petits plaisirs, au début, petits plaisirs malsains. Alors malsains pour les autres, sauf pour lui, et les adeptes de ce site qui, eux, tirent leur jouissance de là-dedans. Voilà, les autres, moyens. Alors, le reste du bouquin, le reste est, on va dire... Alors, le bouquin, en fait, dénonce en filigrane, vraiment, pour moi, hein, les dangers d'Internet, de certains sites de dark web, de tout ce qu'il y a de plus vil dans l'âme humaine, qui, sur un lieu qui était à la base je rappelle, pour les plus jeunes, Internet était un lieu, quand c'est arrivé,
de libre-échange, mais surtout de liberté d'apprendre, de liberté de se déplacer, d'aller voir un musée, d'échanger avec des gens des amis qu'on avait de l'autre bout du monde, ou moi, par exemple, j'ai des potes en Australie ou au Chili, une lettre pour aller à l'Australie, des fois ça mettait 10 jours, le temps de réponse, machin, ça venait, enfin, bref, on en avait pour un mois. Là, on avait l'instantanéité de pouvoir s'envoyer des messages, se dire ce qu'on avait à se dire et d'attendre très peu de temps pour avoir la réponse. Et puis c'était l'opportunité de trouver tout ce qu'on pouvait vouloir. Alors culturellement, acheter des trucs. Alors au début, il n'y avait pas trop de trucs en ligne de vente, mais voilà, c'était vraiment un espace de découverte et de liberté gratuit, absolument parfait. Bon, maintenant tout le monde s'est engouffré dans le payant, avec les pubs, les machins, les trucs, les abonnements, tout. Mais au départ, je rappelle, c'était vraiment pour être gratos. Voilà, c'était vraiment pour montrer que on pouvait avoir accès à la culture, à tout ce qu'on voulait gratuitement. Bref, vraiment, ça dénonce ce côté absolument mercantile et puis surtout les dangers, parce que les gens se sont graffés dessus. Donc, bon, on trouve pas que des... Il n'y a pas que des pervers sexuels ou autres, hein. Il y a de tout, hein. Nous avons nos chers, alors entre guillemets, hein, comparses, terroristes, euh, on va dire tous les tarés de la Terre, les platistes, les complotistes, les anti-vax, les anti-tout, les anti même eux-mêmes, hein, quelquefois ils se détestent eux-mêmes. Voilà, super. Bah, il y en a qui sont bien zeutrés, voilà. Donc on a tout ça. Mais ça, c'est en filigrane. Parce que alors, quand vous arrivez dans le bouquin, je peux vous assurer que c'est pas tout de suite que vous voyez ça. Parce que la première chose que vous voyez, c'est qu'il faut avoir le cœur hyper bien accroché. Il faut absolument avoir, c'est pour ça que je vous ai dit en entrée de jeu, avertissement royal, hein. Il faut avoir vraiment un cerveau hyper méga sain. Et surtout, ne pas du tout avoir bouffé avant pour certaines scènes et certains détails des plaisirs de Saul. Il y a des scènes absolument plus que trash, mais quand je vous dis trash, c'est du niveau... putain, c'est les détails, c'est cru. Il y a des scènes de viol. Je le dis parce que, honnêtement, bon, l'avantage c'est que je suis pas bipée là, que sur certaines plateformes, je pense que je serais peut-être bipée, mais là, je pense pas. En tous les cas, écoutez, je vais mettre un warning en haut sur le... Voilà, dans la page, etc. Et, euh, et je vais mettre peut-être sûrement dans le bandeau quand je parlerai justement de elle. Si j'y pense, je mettrai un bandeau, attention âme sensible, tu vois, à s'abstenir. Euh, Il y a des scènes de torture sexuelle euh, qui sont, alors, de mon avis personnel, je pense que l'auteur a voulu le faire pour dénoncer et dire que ça se passait vraiment. Moi, j'ai trouvé, il y avait des moments où c'était carrément inutile de donner autant de détails assez sordidement crus. Il y en a certains qui sont plus que contestables sur la motivation de dénoncer l'histoire, hein. Voilà. Sans compter les tortures immondes qui vont s'accumuler tout le long du truc. Alors au départ, vous avez juste un petit truc sympa, c'est pas ma cam, mais bon, il y en a qui c'est leur cam. Au début, c'est juste de l'échangisme, voilà, chacun fait ce qui lui plaît, hein, donc voilà. Mais tout d'un coup, la pression monte et ça va crescendo et la violence arrive, violence dans tous les sens du terme, dans toutes les cas de figure que vous pouvez même pas imaginer quelquefois, qui arrive au galop. Et les propos et les comportements sont de plus en plus malsains. Mais vraiment, c'est très malsain. Euh, alors, le problème, qui est vraiment pas le seul sur ce roman, vraiment, c'est que mon problème a été que j'ai trouvé la partie psychologique de certains personnages vachement simpliste. Euh, Par exemple, la relation de Saul avec son fils, etc., ou de sa relation avec ce qu'il peut faire, ou ce qu'il peut voir, ou ce qu'il peut penser, ou ce qu'il décide de faire volontairement, en toute conscience, etc., ça m'a un peu gênée. Voilà.
Le pire, alors le pire n'est pas à venir, enfin le pire à venir, hein, dans ce livre-là, le pire c'est que en fait, je me suis sentie, et je pense que c'est le but de l'auteur, c'est de mettre en position très inconfortable le lecteur, en position d'être le voyeur. C'est-à-dire que comme euh, on a accès à tout ce qu'ils font de façon absolument abominable quelquefois, en fait on est un voyeur très malmené. Mais on continue notre lecture, ce qui est quand même... alors ou pas, parce qu'il y a peut-être des gens qui, à mon avis, auront des hauts le cœur, ils vont arrêter le livre en disant c'est une honte d'écrire ce genre de choses. Moi, je me suis dit, vas-y, va au fond, parce que... Alors après, j'avais lu dans un autre type des gens qui... Enfin, il y a beaucoup de lecteurs qui disent que c'est affreux, que c'est très cru, que ça les a révolutionnés, que ça les a dégoûtés, limite à vomir le manufacturier. Moi, j'ai rien... manufacturier, bon, enfin après, si vous connaissez les guerres, notamment dans les Balkans et de Bosnie, etc., les tortures, les machins qui ont été faites... vous savez, l'être humain est une grosse saloperie, hein, en gros. Il n'y a pas de pire loup pour l'homme que l'homme lui-même. Et l'homme est capable de faire les pires saloperies à un autre être humain. Ce qu'un animal ne fait pas. Un animal ne tue pas pour le plaisir, il tue pour bouffer, pour éventuellement éliminer le plus faible de la meute. Mais il ne le fait pas par plaisir, il ne va pas le torturer pendant des heures. Il le tue, il lui à la rigueur, un coup de dent, un coup de truc, et terminé. Il n'y a pas de plaisir à tuer quelque chose. Voilà, l'être humain est une grosse saloperie, il faut quand même le dire. Peut-être pour ça que la planète, à un moment donné, elle va se réveiller, elle va dire, bon, allez, on va le virer, c'est con, parce qu'il commence à me fatiguer bien comme il faut. Euh, et je dois avouer que ça m'a un peu perturbée de me mettre dans la position du voyeur à un niveau d'horreur et d'intolérance qui monte de plus en plus. Voilà. Après, il y a une dernière partie. La dernière partie a été un peu plus agréable à la lecture parce que c'est vraiment une chasse à l'homme qui est vachement bien faite en fait. Vraiment. Enfin, moi, j'ai trouvé ça bien fait. Parce que les autres parties, c'est vraiment l'enfer de Dante. Alors, en moins bien écrit que Dante, hein, on est bien d'accord sur la question. Mais vraiment, voilà, si vous avez lu l'enfer de Dante, voilà, il y a des références aux mortels, aux démons, aux damnés, beaucoup. Il y a beaucoup de scènes qui sont à la limite du vomissement. Enfin, honnêtement, il y a des scènes où je lisais, je fermais les yeux 2 secondes pour essayer d'évacuer le truc. C'est ce que je vous ai dit, hein. Faut pas avoir une âme sensible pour lire ce truc-là. Moi, je pense que même, il faut pas avoir trop une âme du tout sensible, même pas sensible pour lire ça. Il y a des scènes scatologiques, il y a des tortures, il y a des agressions sexuelles non consenties, bien sûr, filmées en solo, en groupe, enfin, tout ce que vous pouvez malheureusement imaginer de sordide. Et ça, c'est sur des pages et des pages. Voilà, donc lisez-le si le cœur vous en dit. Mais moi, je voulais juste vous avertir, voilà, que vous soyez avertis, équilibrés, très mature, très, 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 très mature. Après, est-ce que j'ai aimé ce roman? Je n'irais pas dire que j'ai aimé ce roman. Je l'ai lu jusqu'à la fin, j'ai fait des pauses. D'ailleurs, pour être honnête, je ne l'ai pas lu entièrement dans la semaine, mais je l'ai lu sur 2 semaines. Parce qu'il y avait certaines scènes qui étaient pour moi assez difficiles à lire. Alors pas à lire parce que c'était difficile à lire, mais qui étaient difficilement soutenables quelquefois, où j'avais besoin de faire autre chose. Donc en fait, il y a des jours où j'ai pas lu, j'ai juste fait par exemple du crochet. Je suis allée me balader et je reprenais 2 jours après. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à le lire, mais je l'ai lu. Voilà, donc voilà, j'avais lu Les 7 jours du talion, qui montrait déjà cette jouissance d'un père à torturer le tueur de son enfant. Je l'avais pas trouvé... alors, je l'avais trouvé très malsain en termes de psychologie du personnage. C'était déjà quand même... Les tortures étaient quand même assez vives et bien descrites. J'aurais peut-être dû me méfier, moi. Voilà, j'aurais peut-être dû me méfier vu le titre. Voilà, et alors, vu le titre à L.com, je pense que j'aurais dû me méfier. Un peu plus. Voilà, vraiment un chouïa plus me méfier de ça.
Voilà, bon, moi, je m'en suis pas méfiée, écoutez, voilà. Mais bon, après tout, je suis entre guillemets contente de l'avoir lu parce que je sais ce que c'est maintenant et je sais où je m'aventure si je vais lire Alice. Voilà, parce que visiblement, c'est à peu près le même du Baba Kaby. Mais je ne vais pas le lire tout de suite, hein, je pense que j'attendrai le prochain Black November. Bref, voilà, donc j'ai lu L.com de Patrick Sénécal. Eh bien, on en est sorti, hein, on en est sorti. Et on sait, etc. Moi, j'avais un livre dans mon carnet que je voulais lire, donc j'ai lu La compagnie de Robert Little. Alors, trichouillage léger, puisqu'il a quand même eu des prix aux États-Unis, pas pour ce roman-là, mais il a eu des prix pour un autre roman notamment, et qu'il est quand même le papa de Jonathan Little, qui était un prix Goncourt. Voilà, je me suis dit quand même, voilà. Puis bon, Robert Little, c'est quand même quelqu'un de très très connu et de très encensé un peu partout, donc ça passait très très bien. Alors, c'est un roman qui est écrit un peu comme un rapport officiel. C'est quand même une grosse pavasse, hein, de presque 2200 et des poussières pages. Ça a été dense hein, sur la semaine. Je n'ai fait pratiquement que le lire, hein, dans le bus, le matin, le soir. Je l'ai fini in extremis. D'ailleurs, je l'ai fini le 24 et pas le 23. Vraiment. Voilà, parce que vraiment, c'est une grosse pavade. Par contre, c'est un livre qui s'écrit, qui se lit très bien. C'est vraiment un roman d'espionnage. C'est comme un rapport officiel qu'on lirait sur quelque chose qui s'est passé. Alors, en fait, il nous étale sur une quarantaine d'années, en pleine guerre froide, donc entre les États-Unis et l'URSS, ce jusqu'à pratiquement la fin de l'URSS. Et l'intelligence de Little, en fait, c'est qu'il a mis certains événements en exergue comme si c'était des piqûres de rappel, en fait, sur ce qui s'était passé, et il nous fait état d'une gigantesque partie de poker menteur et d'échecs, qui a été vraiment, qui a été la guerre froide, et donc on assiste à la mise en place de part et d'autre des deux entités puis de leurs satellites, dans comment ils gèrent la réponse à l'autre, à l'attaque de l'autre, sans faire une attaque frontale, et même en plaçant des pions, ou des espions en l'occurrence, mais enfin des pions, pour répliquer à ce qui s'est passé quelques années plus tard, histoire de dire, bah non, non, mais on l'a pas fait tout de suite, voilà. Alors c'est un roman qui est vraiment un roman d'espionnage. C'est haletant, c'est très dense, et en fait, il infiltre le lecteur sur, tous les terrains de jeu, en fait, sur toutes les strates de cette toile d'araignée mondiale, bien avant internet. On va assister à la découverte et au défilé des taupes, des transfuges, des faux transfuges, de ceux qui jouent double jeu, triple jeu, voire que des fois quadruple, à des filatures, à des rapports circonstanciés ultra secrets, mais pas tout à fait bien étayés, aux décisions présidentielles qui jouent avec les données qu'on leur donne, à des manipulations en interne, des soupçons à tous les étages, enfin bon, bref, tout ce qui fait un roman d'espionnage. Alors tout au long du roman, on suit notamment un groupe de nouvelles recrues de la CIA, puisque c'est vraiment ancré pratiquement sur la CIA, et au-delà de ces gens-là, même à leurs descendants, qui vont même eux-mêmes rentrer au service de la CIA. Bon, on dit CIA un jour, CIA toujours, hein, c'est un peu comme le KGB. Euh, et en plus, le KGB, c'est pile la période de cette époque-là. Et donc, en fait, tout est prêt et fait pour sacrifier
un pion, y compris dans son entourage très proche, histoire de gagner cette guerre qui est feutrée, et où le mouvement d'après, voire d'après-après, est toujours la clé de voûte de l'organisation. Voilà, alors c'est de secret en manipulation, d'élimination en opération très bien menée. Quand il y a un échec cuisant à une opération extérieure, la CIA est là derrière dans l'ombre de son directeur tout-puissant qui était Hoover pour les intimes. Même quand ils ont fait une énorme connerie monumentale dans une OPEX, quitte à mettre un dictateur en place, c'est pas grave, c'est pas eux, ils couvrent leurs arrières par tous les biais possibles et imaginaux. Alors évidemment, attention, hein, le côté KGB, ils sont pas en reste non plus. Hein. Voilà, ils oublient pas. Voilà. Le seul truc, c'est que on les voit pas trop. Alors après, c'est quand même un roman qui est centré sur la CIA, donc on se doute bien que c'est pas voilà. Mais j'ai trouvé quand même que le côté KGB était très caricatureux dans certaines scènes, caricaturaux dans certaines scènes, les personnages du KGB. Et pourtant, c'est un duo, hein, c'est un duo qui a été, qui s'est tiré la bourre à mort, euh, et que en fait, pour jouer sur une partie d'échecs de Porco Mario, il faut être deux, il faut être bon des deux côtés, sinon le jeu ne joue pas. Et honnêtement, au petit jeu des infiltrés sur le territoire américain, etc., les soviétiques n'avaient rien à envier à qui que ce soit. Ils ont planqué des gens qui, pendant des décennies, ont vécu comme des Américains moyens, d'où la série The Americans, qui étaient des agents soviétiques sur le territoire américain et qui étaient hyper bien implantés, qui vivaient comme les Américains, qui avaient des enfants, qui s'étaient mariés, qui faisaient tout à l'américaine, mais qui travaillaient pour le KGB sans être actionnés jusqu'au moment où on les actionne. Voilà, donc il y en a qui ont vécu des décennies sous couverture, jusqu'à ce qu'on les actionne, même s'il y en a certains. Je me rappelle qu'un jour, il y avait un reportage comme ça sur des gens qui avaient passé toute leur vie en tant qu'infiltrés dans un pays et qui n'avaient jamais été actionnés par leur service d'espionnage parce qu'en fait, ils n'avaient pas eu besoin d'eux. Donc, vous imaginez le truc, enfin, c'est un triple jeu, quadruple, enfin, tout ce que vous voulez. Après, ça fait penser bien sûr à la réalité. Alors, attention, c'est un roman. Donc forcément, à un moment donné, il est à la frontière entre la réalité, puisqu'il y a des événements qui se sont vraiment passés, mais ces nouvelles recrues de la CIA, c'est des personnages, entre guillemets, beaucoup sont fictifs. Donc il est toujours à la limite entre la fiction pure et la réalité. Et à un moment donné, on ne sait pas ce qui relève de la fiction ou pas. Voilà. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé me plonger dans ce monde de faux semblants. Même si par moment j'ai grandement pensé que la partie de poker menteur là qui se jouait était toujours en cours maintenant, qui est toujours en cours de manière assez différente, mais elle l'est toujours. C'est moins manichéen de nos jours, parce qu'avant c'était vraiment le bien et le mal. Maintenant tout le monde est bien et mal, mais c'est diablement plus angoissant maintenant les rapports qu'avant. Parce qu'avant, vous aviez le blanc et le noir, point. Maintenant, vous avez le blanc, toutes les nuances du blanc, toutes les nuances du gris, toutes les nuances du noir, sans compter les déclinaisons derrière. Voilà, donc franchement, vous n'avez pas trop envie d'y aller. Mais c'était un bon roman. Voilà. Par contre, j'ai mis du temps à le lire, mais c'est très, très, très agréable. Voilà, vraiment très agréable. Donc écoutez, on va attaquer la quatrième semaine et après il y aura donc deux hors catégorie, enfin hors Black November. Il y aura donc François le Champy en relecture de George Sand et il y aura le passage de Andrzej Stachuk qui n'est rentré pas dans le Black November mais que j'avais envie de lire et que je voulais pas aller passer à côté. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la semaine du 24 au 30 novembre.
Alors, lors de la dernière semaine du Black November, donc qui se déroulait du 24 au 30 novembre, j'ai lu donc 2 livres, dont un qui rentre dans le Black November, qui était dans le Cozy Murder, ou thriller domestique ou jeunesse. Alors je dois avouer que j'ai un peu trichouillé aussi pour faire rentrer ça là-dedans, puisque j'avais très envie de lire La taupe de l'Élysée de Frédéric Pottier, et que en fait c'était pas vraiment un thriller domestique, c'était pas véritablement non plus euh, bah, euh, un cozy murder, mais je me suis dit, écoutez, c'est que ça se passe à l'Élysée, alors on va dire que en gros, quand même, c'est cosy. Hein, voilà, oui, si, c'est quand même cosy l'Élysée, donc voilà, on se dit, tiens, on va faire ça, on va faire un peu un détournement de mots pour pouvoir y rentrer notre petit livre. Alors, nous sommes donc... alors moi j'avais beaucoup aimé les 2 autres livres, non 3 avec Jaurès, avec les 3 autres livres de Frédéric Pottier. Donc voilà, j'aime bien, et puis en plus il connaît assez bien les arcanes politiques puisque c'est un énarque et qu'il a été préfet, etc. Donc voilà, il sait faire. Alors on est en juillet 1954, la France est donc dirigée par un certain Pierre Ménès France, et donc son gouvernement, c'est un homme intègre qui est compagnon de la Libération, et on peut dire qu'il est ni un homme à se dédire, ni à avoir peur. Et quand un de ses ministres vient lui indiquer, dans sa résidence de campagne, on va dire, qu'il y a des informations sensibles qui filtrent, notamment du Conseil des ministres, du Conseil de sécurité de l'État, PMF, donc comme beaucoup l'appellent, va mandater son directeur de la surveillance du territoire, un certain Roger Vuibaud, pour débusquer cette taupe qui se cacherait sous les arcanes du pouvoir. Alors, Vibo est quand même un limier hors pair, il va commencer sa traque, et il va donc bien sûr soupçonner l'entourage de beaucoup de monde, jusqu'à remonter jusqu'à l'entourage proche du ministre de l'Intérieur, qui n'est autre qu'un certain François Mitterrand. Et à partir de ce contexte-là, en fait, Frédéric Pottier va nous plonger dans un thriller politique dans cette année 1954, où, on le sait, il y a des négociations de paix à Genève qui sont en train de se dérouler pour éviter à la France l'humiliation complète face en Indochine. Alors on est en pleine 4ème République, à l'époque où le président n'a pas vraiment de pouvoir réel, contrairement à son président du Conseil qui dirige carrément les manœuvres. Et il y a aussi un certain environnement, c'est-à-dire entre le Parti communiste français qui est très présent, qui est très aligné sur la politique, bien sûr, du Parti socialiste, enfin du Parti communiste en URSS, des secrets défense, bien sûr, l'embourbement, on va dire, pour faire un mot pas français, en Indochine, et les ambitions personnelles des ministres et autres dirigeants politiques. Ceci sans compter bien sûr sur le contexte géopolitique sulfureux, puisque je rappelle que nous sommes en pleine guerre froide. Alors une taupe sous les ordres de la République, on va dire que ce n'est pas vraiment une bonne idée. Et en fait, l'auteur décide de nous conter ces couloirs feutrés du pouvoir. Alors il faut dire qu'il les connaît bien, hein, parce que, comme je vous disais, il est énarque et surtout il a été préfet, donc il connaît quand même bien les rouages de ceci. Et c'est quelqu'un qui maîtrise assez bien ces sujets. Alors il offre un récit de la France d'alors, on va dire, en plein espionnage et lutte de pouvoir dans cette après-guerre où en fait les anciens résistants, tous bords confondus, n'ont pas fini de régler leurs comptes. Alors, pour avoir lu les 3 livres précédents de Frédéric Pottier, moi j'ai bien aimé cette histoire, vraie, voilà, pour le fond et la grosse partie, où le trait n'est pas forcément là où on l'attend. La reconstitution historique, moi je trouve que c'est quand même un plus. Quand on vient bien sûr à parler de ce milieu des années 50 qui est encore
globalement très ancré dans l'après-guerre, qui a verrouillé beaucoup de droits, notamment aux femmes, et qui est encore vérolé par pas mal de choses. Voilà. Après, c'est comme d'habitude dans les romans de Frédéric Pottier, c'est toujours assez captivant. J'ai, là, par contre, contrairement à précédemment, j'ai trouvé qu'il manquait un brin de lyrisme ou de folie quelque part. Ou alors peut-être d'une figure plus charismatique parce que ils sont quand même assez gris, ces hommes. Mais franchement, c'est franco-français et c'est un beau sac de vipères, faut dire, beau sac de nœuds de vipères aussi, enfin il y a des crotales aussi. Mais franchement c'est bien fait. Moi j'ai passé du très bon temps à lire La taupe de l'Élysée de Frédéric Pottier. Je vous dis c'est un auteur que j'aime bien quand il sort un roman. Je sais où je vais et je suis jamais déçue. Voilà, donc écoutez, c'est quand même déjà énormément gratifiant et agréable de savoir qu'on part pas vers l'inconnu. Voilà. Et donc cette semaine, j'ai lu un autre livre qui s'appelle Le passage d'Andrei Sachchouk. Je vous en parle juste après. Et donc, j'ai lu aussi alors un livre qui était hors challenge de Black November, mais que j'avais vraiment très envie de lire. Donc c'est Le passage de Andrei Sachchouk. Alors, je dois avouer que je l'avais vu à la rentrée littéraire de janvier 2025, qu'il m'avait vraiment tapé dans l'œil tout de suite, mais bon, bah, comme d'habitude, hein, je l'ai noté sur mon carnet wishlist, mais voilà, j'arrivais pas à trouver un moment où le caser, et il s'est trouvé que j'ai pu le récupérer, on va dire, de beaucoup moins cher que le brochet qui était vendu en janvier. Hein, je vous ai expliqué voilà, le fait que quand même j'essayais de réduire quand même le coût des achats parce que bah, voilà, quand on lit entre 80 et 100 livres par an, ça fait quand même un coût. Euh, et l'année prochaine, c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de poches. Et peut-être des poches d'occasion d'ailleurs, enfin des poches au minimum. Donc voilà, j'ai lu ce livre-là. Alors nous sommes en fait au bord d'une rivière polonaise en juin 41, 1941 bien sûr, à la veille donc de l'opération Barbarossa. Pour les non-initiés, hein, c'est le nom de code de l'opération que Hitler avait donné à son envahissement, évidemment de la Pologne, mais il l'avait déjà fait, mais de franchissement de la ligne qui le séparait de l'URSS, avec qui il avait un pacte de non-agression. Hein. Voilà, ça s'est fait. Donc on est dans une région qui est proche de Lublin, où les noms, alors qui résonnent pas encore, mais qui vont résonner bientôt, comme Chelmo ou Sobibor, vont largement être connus. Et de chaque côté des berges se trouve en gros une armée et un village. D'un côté, vous avez les troupes nazies qui donc se préparent à envahir l'URSS, et de l'autre, vous avez des soldats de l'armée rouge qui ne se doutent de rien, en fait, qui se doutent pas que le pacte germano-soviétique de non-agression va exploser, et qui sont un peu là en mode ah tiens, il y a les copains de l'autre côté. Voilà, enfin, non, bah, à peu près. Et donc, le narrateur de ce roman, qui est assez complexe et assez dense quand même, puisqu'il y a plusieurs voix, plusieurs façons de voir, etc., raconte cette période enfin cette nuit assez étrange, entre doute et imagination. Je vous laisse comprendre pourquoi. Et il y a quelques passages de nos jours aussi, enfin, je peux rien divulgacher sur ça, mais il y a des références. Alors, nous rencontrons en fait ici plusieurs personnages dans ce village. Ça va du passeur qui est prêt à aider moyennant finance quand même. Des gens, notamment un couple juif qui rêve de fuir en fait en URSS et vers plutôt la Sibérie, puisqu'il y a à ce moment-là une espèce d'utopie qui a été lancée par le pouvoir stalinien
d'un rassemblement des juifs soviétiques dans un coin de la Sibérie. Moyen quand même, hein, le coin de la Sibérie. Il y a des partisans polonais qui sont pas très organisés, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des soldats donc allemands, il y a des villageois qui essayent de vivre un peu normalement, et donc tout ce petit monde est conscient quand même qu'il se trame un truc, euh, parce que la tension est de plus en plus dense. On voit bien les manœuvres, même si elles sont discrètes, qui n'augurent rien de bon. Mais euh, voilà, on tue quand même le cochon, on boit, on s'aime, on se dispute, on se parle, bref, la vie, quoi. Et en fait, la force de ce roman aussi, c'est d'assister à ce melting pot qui était ce coin-là, qui est un coin melting pot, on va dire européen, si vous voulez, parce que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de pays, notamment au centre de l'Europe et à l'Est, qui est assez fascinant. Alors surtout quand on s'intéresse à cette période et à ces lieux, hein, on est bien d'accord, c'est une terre qui est disputée depuis très longtemps, qui est disputée à la fois par les Polonais, à la fois par les Russes, à la fois par les Ukrainiens. Oui, bah évidemment, ils sont tous au même coin. Voilà. C'est une terre aussi de religion, puisqu'on y croise des orthodoxes, des juifs, des catholiques. Euh, donc il y a encore un melting pot en plus, et il y a une terre de combat. C'est-à-dire que depuis bah, on va dire décennies, siècles, pas décennies, des grosses, grosses décennies, il y a beaucoup de sang versé sur cette terre-là, et voilà, qui est une terre à la fois très intense, mais à la fois très hostile aussi, selon de quelle communauté vous êtes. Alors, si vous avez jamais lu Isaac Babel, j'en avais parlé sur la chaîne il y a quelques années, notamment pour une super BD qui parlait de Isaac Babel, qui est un très grand écrivain. Il a écrit un livre qui s'appelle La Cavalerie Rouge, qui parlait justement de ce genre enfin ce territoire et ce genre de complexité de territoire. Donc là, dans le roman, sur ce constat-là, en fait, Sachuk monte et montre à travers la lumière polonaise, la lumière ouais, du jour, etc., et l'ombre noire qui est en train de s'abattre sur elle, la violence que va constituer cette attaque à tout point de vue. On sent les odeurs, on suffoque parfois, parce qu'on a peur pour le passeur, on a peur pour le garçon, on a peur pour le couple, on déteste le passeur, on n'aime pas trop des fois certains personnages, mais voilà, on a quand même un peu on se dit ouais, ça sent pas bon sur cette histoire-là. Et en fait, nous, on est là sur la berge, et le cœur un peu battant, les tempes qui tapent un peu fort, et on assiste plus ou moins à une espèce de ballet qui est assez morbide, enfin qui sent le morbide quand même. Euh, et en fait, il nous laisse faire notre propre constat, l'auteur. C'est-à-dire que on sent les partisans qui sont pas très bien organisés, enfin même plutôt plus que désorganisés. Alors c'est pas des brêles, hein, c'est juste que bah, ils sont pas très organisés pour l'instant. Ils ont subi le joug allemand qui les a bien réprimés, les nazis, donc voilà, ils sont pas encore bien au fait. Alors ils commencent, il y a des petits trucs, mais c'est pas encore ça. Les soviétiques, ils sont surpris, alors même si ils sont pas aveugles, ils sont pas débiles non plus. Voilà, le pouvoir central stalinien se méfiait de Hitler et de ses sbires. Le peuple se doutait bien que ceux-là, ils allaient encore faire un coup de pute, mais il y avait ce pacte, il y avait cette entente, entre guillemets, cordiale, tout est relatif dans le cordial. Donc ils sont très surpris parce que, bah, effectivement, voilà, c'est ça. Et vous avez la communauté polonaise, bon, qui va subir les trucs, et vous avez la communauté juive polonaise qui sent que ça va être rude. Déjà, ça a bien morflé, et donc il y a une espèce de haine et de boucherie qui se met en place des deux côtés, c'est-à-dire polonais et russe. Et ukrainiens aussi, puisqu'il y a quand même des Ukrainiens qui prenaient le parti contre,
contre certaines communautés, notamment juives. Donc il y a ces 3 entités, bah, évidemment qui se retiennent, de choper la quatrième. Et la quatrième, voilà, c'est toujours un peu elle qui se prend la gueule. Hem et en fait, paradoxalement, il y a que les soldats allemands qui semblent apaisés. Voilà, enfin apaisés, tout est relatif, mais qui sont, ouais, plus ou moins calmes. Parce qu'en fait, ils sont forts de leur opération, de leur plan d'attaque. Ils sont sûrs ils ont tout enfoncé, hein, voilà, depuis 40, enfin depuis 39, mais depuis septembre 39, ils ont absolument tout enfoncé. Donc qu'est-ce qui pourrait les arrêter en juin 41? À peu près rien du tout. D'ailleurs, ils vont enfoncer les lignes soviétiques comme dans du beurre, avant que ça se tourne à leur désavantage, mais ça va tourner à leur désavantage presque, on va dire presque un an et demi après quand même. Donc voilà. Donc à cette période-là, rien ne les arrête. Donc eux, alors, ils sont pépères, voilà, à peu près. Et moi, j'ai profondément aimé ce roman, qui a été presque un coup de cœur. Mais vraiment presque. Il manque rien du tout. Ça fait 2, 3 romans où je me dis, punaise, mais il manque rien pour que j'en fasse des coups de cœur. Mais il n'y en a pas. Euh, mais vraiment, c'est un très très beau livre. Vraiment, il est dense, il est intelligent. Il est un peu fouillis par moments, mais au contraire, on dirait même qu'il peut sembler vraiment pas orthodoxe, si vous me passez cette expression. Euh, Parce que c'est même pas fou. Ouais, c'est fouillis, c'est dense. Et donc, quelquefois, ça part un peu à droite, à gauche. On a l'impression de fouiller, mais non, non, en fait, non, c'est organisé, l'auteur le veut, mais voilà, on sent la fièvre qui monte, on le sent dans les descriptions aussi. Il y a des très très belles descriptions qui rendent un peu la beauté des lieux un peu irréelle, un peu comme si c'était avant l'horreur, euh, avant le gros bordel derrière. Vous savez, vous sentez que c'est un peu comme quand vous avez un paysage magnifique, que tout se calme, qu'il n'y a pas presque plus de vent et que en fait 5 minutes après vous me prenez la tempête dans la tronche. Voilà, c'est à peu près ça, c'est-à-dire ce qu'on dit le calme avant la tempête. Voilà, c'est à peu près les moments de description de paysage, c'est à peu près ce sentiment-là que vous avez. Vous avez l'impression d'être dans une bulle, ce qui est fortement bien foutu de la part de l'auteur. Alors attention, c'est un roman où personne ne sort grandi. C'est-à-dire que à aucun moment ça choque, à essayer d'amender ou d'édulcorer l'histoire de la Pologne. À aucun moment. Il dit pas nous on était les bons, c'était les méchants, ils nous ont opprimés pendant des siècles, on s'est vengé. Absolument pas. En fait, il y a des bons, des mauvais, des gris, des blancs, des noirs, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a des gens qui font une bonne action, d'autres qui sont des gros salopards. Voilà, il édulcore pas du tout. Il écrit en fait son histoire, l'histoire de ce roman, que ça soit du côté obscur ou du côté lumière, avec des bons et des méchants, des héros et des héros, même s'il n'y a pas trop de héros, mais voilà. Et en fait, il explique que dans la tourmente, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et là, chaque côté des bords de la rivière, il y a matière à survivre, il y a matière à y aller, il y a matière à enfoncer l'autre, et donc on fait avec ses moyens. Voilà. Mais vraiment, il essaie pas, enfin en tous les cas, à aucun moment il essaie d'amender ce qui s'est passé. Il essaie pas d'excuser ce qui s'est passé, il essaie pas de se dire que il y a eu des actions qui auraient pu ne pas être, ou être, selon de quel côté on est. Vraiment, c'est un très très beau roman, Le Passage. Je vous dis, c'est passé à ça, mais vraiment à ça, d'être un coup de cœur. Voilà, je ne m'explique pas le fait que ça soit pas un coup de cœur. Alors peut-être que d'ici quelques semaines, quand je ferai le top, justement, peut-être que je reverrai ma position, mais pour l'instant, non. Voilà, donc c'est assez bizarre quand même d'avoir
une lecture où vous êtes tellement plongé que vous n'avez pas envie de vous quitter, mais quand vous fermez le livre, vous n'avez pas cette sensation de waouh, là j'ai pris une claquouille. Voilà, là, très beau roman. Voilà, c'est vraiment, en plus, me connaissant, je suis chiante, donc voilà. Après, je me suis aperçue qu'en vieillissant, enfin, ouais, au cours de l'année, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je suis beaucoup plus, euh, alors je dirais pas enclin à m'emballer, mais à être beaucoup plus tolérante d'avoir un coup de cœur et de dire ouais, ça c'est un coup de cœur, ouais. Que à la fin de l'année, voilà, alors peut-être parce que j'en ai eu d'autres avant et que je suis plus exigeante sur l'année vu ce que j'ai lu avant. Je pense que c'est ça aussi. Il y a des fois où il y a des romans, je pense, hein, qui sont arrivés, qui ne se sont jamais placés dans mes tops, tout simplement parce qu'ils sont arrivés en fin d'année ou en milieu d'année, que j'avais déjà lu des trucs qui étaient beaucoup plus forts, ou en tous les cas qui m'avaient semblé plus forts et que j'attendais plus. Voilà. Mais voilà, si vous aimez la lecture, ce genre d'ouvrage très intelligent, dense, bien écrit, avec de l'histoire, mais avec des histoires dedans, Le Passage, Andrzej Szaszkuk, franchement, vraiment un très bon roman. Alors, en relecture de George Sand, donc l'avant-dernier, puisqu'en décembre, je lirai La Petite Fadette, j'ai relu donc François Le Champy. Alors, je dois avouer que j'ai encore beaucoup aimé ce livre-là, que j'avais lu au collège et que je n'avais pas relu depuis François Le Champy. Donc François est un enfant trouvé dans les champs, donc un champy. Quand en fait on fait sa connaissance, il a à peu près 6 ans, il est aussi beau qu'il est sale. Et il va être pris sous l'aile de cette pauvre Madeleine qui est un peu bancale aussi, mais qui a bon cœur. Et en fait, François aussi a bon cœur et il va aider et servir autant qu'il le peut. Et malgré tout ça, Madeleine, elle n'a pas de préjugés sur lui parce que, effectivement, à cette époque, être un champi, c'est une très mauvaise réputation. Et en fait, elle refuse de le rendre ou de l'abandonner. Donc, elle va s'en occuper. Alors, François grandit, il apprend à lire, il travaille comme un forcené. C'est quelqu'un qui a une grosse capacité de travail. Et vers 17 ans, il va partir et il va se terrer pendant 3 ans dans un moulin suite à une vengeance et à des ragots qui vont l'atteindre. Là, il va aider le meunier à gérer son affaire parce que lui, il sait lire et compter, donc ça aide. Et le meunier, très reconnaissant, lui dit en fait qu'il souhaiterait qu'il marie sa fille, qui est une vieille fille de 30 ans. Mais François, lui, en fait, il l'aime bien, mais pas suffisamment pour se marier avec elle. Et surtout le fait qu'il pense déjà à quelqu'un d'autre. Et quand il va revenir vers sa mère adoptive, la situation a changé par rapport à celle qu'il connaissait quand il avait 17 ans, quand il était parti. Et les sentiments envers cette dernière sont toujours si forts et malheureusement se sont un peu transformés, bien sûr, en sentiments un peu amoureux. Et dans ce roman, en fait, George Sand colle un peu sa vie et sa différence d'âge avec son amant du moment, de l'époque, qui s'appelle Bory, qui a 14 ans de son cadet à l'époque où elle écrit le roman de François Le Champy. Et elle pose aussi un souci moral dans ce 19e siècle où elle a dû faire friser les moustaches de beaucoup de gens quand elle a sorti cette histoire-là. Peut-on épouser quelqu'un qui vous a élevé comme son propre enfant, sachant que vous n'avez pas des liens de sang? Voilà. Alors, quoi qu'on en pense de l'histoire et de la morale, etc., je trouve que l'histoire est très belle. Elle exprime surtout les mœurs et l'éducation dans ce Berry du 19e siècle, dans cette France du 19e siècle, mais
l'ayant lu au collège, j'avais été très touchée par cette histoire-là. J'avais trouvé ça très très intéressant. Je ne me souviens plus, pour être honnête, hein, de ce que j'avais pensé ou ce que j'avais eu comme réflexion aux interrogations de François par rapport à Madeleine. Mais je pense qu'avec ma maturité, ça me choque pas. Voilà. Non mais vous savez les vieux, ça mature, ça mature. Voilà. Non, enfin là il n'y a aucun truc qui m'a choqué à aucun moment. Voilà. Mais je pense qu'en vieillissant, on voit les choses différemment aussi. Mais je trouve que c'est une belle histoire. Voilà. Après on sent que George Sand y a mis des coups de plume et des coups de râteau et des coups de latte, hein, dans la gueule aussi, gentiment, au détour de sa belle plume. Pour dénoncer un peu, des fois, peut-être un peu l'hypocrisie et les conneries de certains. Mais vraiment, François le Champy, c'est vraiment écoutez, c'est un roman, je vous dis, je l'avais pas relu et je suis très contente de l'avoir relu. Comme quoi, vous voyez, gna gna gna. Voilà. Bah écoutez, c'était le dernier. J'ai préféré finir par le George Sand. Et puis, bah écoutez, on se donne rendez-vous le mois prochain pour la pile à lire. Enfin, pour la pile à lire. Pardon, pour le point lecture de décembre. Bah alors, voilà, quand vous avez vu la pile à lire, il n'y aura pas grand-chose à dire. Voilà, il y a deux romans régionaux, un roman qui fait 140 pages et des relectures, notamment ah bah oui, La Petite Fadette et donc Les Liaisons Dangereuses. Un bonheur. Ah bah si, un bonheur. Voilà, et en plus, je me suis dit, c'est une bonne idée de relire ça. J'avais très très envie de le relire depuis qu'on m'a offert le bouquin. Enfin, on m'a offert la version très belle de la Pléiade de ce bouquin, parce que j'en ai au moins 4 ou 5 exemplaires des Liaisons Dangereuses, illustrées, poches, basiques, machin. Oui, quand on aime, on ne compte pas. Écoutez, voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon mois, j'espère que ça n'a pas été trop long d'écouter ce genre de truc. J'espère que ce que je vous ai préparé pour décembre, ça va vous plaire. Oui, il y a des vlogmas. Voilà, tous les dimanches, il y aura un vlogmas. Mais ça va pas durer longtemps. Et comme vous le savez, je fais pas d'ouverture de calendrier de chocolat, hein, vous me connaissez. J'ai fait un petit truc un peu sympathique, choupi, avec des images de choses que je possède. Voilà, comme ça, peut-être ça vous plaira. Voilà, comme je fais des stories sur Instagram, alors j'avais fait un sondage, voilà, c'est arrivé pratiquement à égalité, donc je me suis dit que j'allais contenter les deux parties. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Voilà, bisous bisous, à bientôt, ciao.